Il y a un joueur noir qui entend des bruits de singes. Ça nous fait tellement mal. J'étais anéanti. On va avoir également des croix gammées. Vous avez une extrême droite très virulente. Il y a vraiment des présidents de clubs qui aujourd'hui ont peur de leurs supporters. On doit vraiment les interdire de stade à vie. Stop, quoi. Faut que ça s'arrête. Il faut avoir cette force de pouvoir arrêter les matchs. Il faut éduquer la société sur le racisme. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous venez d'entendre un extrait de la bande sonore d'Écrit dans les stades, qui est une enquête sur le racisme dans le football de France Télévisions. Ces cris racistes sont courants dans le sport, mais évidemment pas seulement dans le sport. Dans la vie de tous les jours, nous entendons des propos racistes. L'objectif de ce podcast est de raconter des histoires de vie, des histoires concrètes, qui, je l'espère, permettront de mieux vivre ensemble. Bienvenue dans le podcast Voix d'ici, Voix d'ailleurs, un podcast de SOS Racisme Moselle. Je suis Catherine Gervais et aujourd'hui, nous donnons la parole à Suiza. Bonjour Suiza. Bonjour Catherine. Merci d'avoir accepté de témoigner pour ce premier épisode de Voix d'ici, Voix d'ailleurs, le podcast de SOS Racisme Moselle. Alors Suiza, tu es née au Cameroun. Oui. Tu as 39 ans, 40 ans. Oh, 46 ans. 46 ans. Et tu habites une petite ville entre Metz et Thionville. Tout à fait. Alors Marie et Gilles, vous avez 2 filles. 2 magnifiques filles. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance au Cameroun ? Je suis née au Cameroun, je suis née dans la zone anglophone du Cameroun, parce que le Cameroun, il y a une zone anglophone et une zone francophone. Donc je suis née à Boya, c'est la zone anglophone du Cameroun. Et j'y suis restée jusqu'à mes 14 ans à peu près, et puis après je suis allée dans la zone francophone. C'est une enfance joyeuse, je suis la dernière d'une famille de 7, donc 6 filles, un garçon, donc forcément je dis toujours j'étais la préférée, donc voilà, donc une enfance joyeuse. Une enfance et très aimée, très aimée par mes parents. Jusqu'à 14 ans du coup tu es restée là-bas et après jusqu'à 14 ans en zone anglophone, après en zone francophone où j'ai fait mon collège, mon lycée, l'université, et je suis arrivée en France à 26 ans. D'accord. Ouais. Et là-bas, au Cameroun, tu côtoyais évidemment des gens du Cameroun, des Camerounais, et puis aussi des Français, des Anglais. Ça s'était mélangé ou il parle d'expatriés, voilà, qui viennent travailler. Qui viennent travailler au Cameroun, ou aussi des immigrés blancs, parce qu'on parle souvent d'expatriés quand on parle de travail, mais il y a aussi des immigrés blancs qui quittent ici pour avoir une vie meilleure en Afrique. Ça existe aussi. Oui. Et là, il y avait quand même cohabitation. Enfin, ça se mélangeait un peu les populations ou pas du tout? Alors, de ma petite expérience, la communauté française ne se mélange pas beaucoup. La communauté française vit beaucoup au centre culturel français, le club français, il reste beaucoup entre eux, ils se mélangent pas. De ma petite expérience, je veux pas généraliser. Les Américains, c'est pareil, à Yaoundé, t'as des Américains, t'as le club, ils sont très souvent entre eux. Donc je n'ai pas beaucoup côtoyé la communauté européenne. Par contre, j'ai mes sœurs qui vivaient en Europe déjà depuis longtemps. Donc il y avait des amis qui venaient en vacances, des amis qui venaient en vacances. Et oui, là, je les ai côtoyés. Mais honnêtement... Pas au quotidien. Pas au quotidien. D'accord. Pas au quotidien. D'accord. Peut-être aujourd'hui ça a changé, mais à l'époque, non. D'accord. Et donc, alors, à partir de quand es-tu venue en France et pourquoi faire? Parce que tu étais heureuse au Cameroun, du coup. Mais oui, j'étais heureuse. Alors, ce qui m'emmène, en fait, en France, on va dire, c'est plutôt un événement triste qui m'amène en France. Je suis la dernière d'une famille où tous mes aînés sont venus en Occident, finir soit faire leurs études, soit après leurs études supérieures. Et moi, je n'ai pas toujours eu envie de venir en Occident parce que j'avais une idée plutôt péjorative et particulièrement de la France. Parce que je fais partie un peu de la petite minorité plutôt confortable j'avais le privilège d'être aussi raciste envers les Blancs, dans le sens où je mets les guillemets dans les termes que j'utilise, puisque l'image que moi j'avais de l'Occident, c'était l'image de TF1.
C'était le journal où avec des Noirs et des Arabes qui foutaient le bordel, et puis souvent avec des propos un peu désobligeants, un peu péjoratifs sur les Noirs. Je n'avais une image que des Noirs qui vivaient en cité. C'est l'image que la télé française me donnait, moi, en Afrique. Et donc, j'avais le luxe de me dire que je les aime pas, j'ai pas envie d'aller là-bas, et nous ne sommes pas que ça. Donc j'étais entre guillemets un tout petit peu raciste aussi envers les Blancs. Donc les quelques Blancs que j'ai côtoyés en Afrique, je n'ai pas souvent été tendre avec eux. Parce que j'avais une image un peu biaisée. Ouais, tu reproduisais un peu ce que tu voyais à la télé ou... Oui, comme dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas dans le besoin, donc je ne comprenais pas qu'ils associaient tous les Noirs à bien sûr. Une certaine catégorie. Donc Et ça se traduisait, tu as un exemple de comment ça peut se traduire? Je sais pas si tu veux raconter. Oui, je peux avoir un exemple. Alors j'avais un ami qui venait de créer les cybercafés. On appelle, avant on n'avait pas Internet dans toutes les maisons, donc il y avait des entrepreneurs qui avaient créé ce qu'on appelait des cybercafés où on pouvait venir se connecter sur Internet. Et donc j'avais un ami qui fait partie des Camerounais et Ondés qui avait créé les premiers cybercafés. Et donc quand j'arrivais dans son cybercafé, il y avait parfois aussi des Blancs qui venaient se connecter. Et exprès, même s'il y avait de la place à côté, je leur demandais, si je voyais un Blanc assis, je venais lui dire de se lever, que c'était ma place, c'est là que je vais m'asseoir. Et cet ami, je veux le citer, il s'appelle Victorien, il me disait tout le temps, arrête. Je dis non, je veux m'asseoir là. Il me dit, mais non, je veux cette place-là. Mais parce que j'étais bête. Par provocation. Je disais, mais qu'est-ce qu'il vient de faire chez moi aussi? Quand je vois à la télé, il ne traite pas bien les Noirs et les Arabes. Chez moi, je vais faire reproduire la même chose, mais c'est de la bêtise. J'insiste, c'est de la bêtise. Non, mais je comprends, et merci de le dire, parce que c'est pas évident dans ce sens-là de raconter ça, cette façon de comment tu ressentais les choses en fait, hein. C'était un peu instinctif en fait comme réaction, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Et c'était comment dire, le résultat de l'image que j'avais venue de l'extérieur. Exactement. Ouais. Je l'ai dit au début, je ne les côtoyais pas au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Oui, donc c'est pas leur comportement sur place qui te faisait agir comme ça. C'est la télé qui te renvoyait cette image-là. Et donc, je reproduisais tout bêtement. C'était comme un système de défense. Je prenais parti, et d'ailleurs, c'est maintenant que je me rends compte que j'étais même déjà engagée. Je me suis engagée très tôt, parce que c'était comme si je prenais déjà parti pour, entre guillemets, ma communauté noire ou arabe de l'Occident, que je ne connaissais pourtant pas. Je ne connaissais pas les réalités, et je prenais déjà parti, puisque le comportement que j'avais désobligeant envers le blanc ou la blanche que je rencontrais occasionnellement était le résultat de l'image qu'on me donnait. Donc j'étais déjà de l'engagement. Bien sûr. Et alors pourquoi tu es venue en France? Alors tu disais que c'était peut-être un épisode un peu triste. Ouais, je viens en France parce que je perds ma mère, et je suis la dernière. Je venais d'avoir un enfant, j'étais séparée de son père biologique, et mes aînés qui m'ont toujours considérée, d'ailleurs qui me considèrent toujours comme leur bébé, estimaient que c'était important que je me rapproche d'elle, que ma fille vive avec ses cousins, ses cousines ici, puisque j'ai vraiment toute ma famille en Europe. Pas en France en particulier, mais en Europe. Et ma fille, mon enfant est née française. Donc le pays dans lequel je pouvais m'installer, c'était la France. Et je rappelle que le seul pays d'Europe où je ne voulais surtout pas venir m'installer, si un jour je devais venir en Europe, c'était la France. Parce que j'avais vraiment une image très péjorative de la France. C'est les hasards de l'histoire. Exactement. Aussi, hein. Les hasards de l'histoire et le fait de ne jamais dire jamais. Et alors, le fait que donc, tu arrives en France avec ta petite fille, en fait. Oui, hein, elle avait 2 ans. Et là, est-ce que du coup, l'image que tu avais à la télé quand tu étais au Cameroun et l'image que du coup tu avais en France, est-ce que c'était la même chose ou est-ce que c'était complètement différent, ta perception Alors, je vais te rigoler. J'arrive en fait en Belgique et c'est mon beau-frère qui vient me chercher et le mari de ma sœur, et on va à la maison, mais on va chez eux et ce n'est pas la cité. Moi, la seule image que j'avais des Noirs, c'était qu'ils vivaient en cité.
Et c'était un village, on a traversé tout Bruxelles et puis on s'est retrouvés en campagne, dans un village avec de très belles maisons et on s'est garé devant une très belle maison. Mais je n'étais pas tranquille. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a un bug, on est chez un voisin, je ne sais pas. Mais pour te dire à quel point l'image que j'avais était ancrée en toi. Était ancrée en moi. Mais non, et à un moment donné, j'ai quand même demandé à ma sœur et à son mari, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais je suis dentiste et Marie est médecin, vous êtes sûr? J'ai quand même posé la question. Je n'étais pas sûre de ça. Pour te dire à quel point les préjugés et les impressions ou ce qu'on peut nous mettre dans la tête peut complètement changer la perception réelle des choses. Et tenace, parce que même quand tu vois autre chose, une réalité différente, t'y crois pas, quoi. Tu te dis, non, il y a un problème, Ouais. Ils ont prêté une maison, c'est sûr. C'est ça. Donc, juste vous dire qu'effectivement, la réalité n'était pas du tout celle que j'avais, pas du tout. Et parce que j'arrive vraiment dans un contexte où je n'ai personne autour de moi, aucun frère ou sœur qui a cette fameuse réalité ou la cité. C'était pas ta réalité du moment, quoi, du coup. Ouais. Après, tu es venue en France s'installer. Oui, je m'ai installée en France. Donc, je suis arrivée en France et mes sœurs avaient si bien fait les choses que j'avais déjà effectivement un pied-à-terre en France. J'ai fait les choses tout à fait naturellement. Donc, je suis allée tout de suite à la préfecture faire ma demande. Parce que quand on vient, parce que ça, c'est important de le dire, parce que parfois, les gens ne le savent pas, mais quand on vient en France avec un visa, donc on vient en situation régulière, avec la période de visa, on peut faire une demande pour s'installer en France, selon les besoins de chacun. Je ne sais pas. Moi, c'était pour vie familiale, parce que ma fille était française. Donc, je suis pendant la validité de mon visa, j'ai fait ma demande d'installation en France. Et au moment où je fais la demande, on reçoit tout de suite un titre de séjour provisoire. Donc, ce titre de séjour provisoire a une validité de 3 mois, 1 an, peu importe. Moi, dans le cas, c'était 3 mois. Et pendant ces 3 mois, je suis toujours en situation régulière. J'insiste, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc, tu as 3 mois en situation provisoire. Et après, la préfecture te reconvoque pour confirmer ton titre de séjour ou alors te dire non, on ne peut pas. Voilà. Et moi, avant les 3 mois, j'ai eu donc effectivement un titre de séjour définitif d'1 an. D'accord. Qui me permettait de travailler. Parce qu'on peut avoir un titre de séjour non travailleur. Eh oui. Donc voilà, ce titre de séjour, c'était travailleur. Donc tout de suite, donc dans les 3 mois, j'avais la possibilité de m'inscrire au Pôle emploi et de trouver un travail. Avec mon titre de séjour d'1 an, je commençais à travailler. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je m'installe. Et ce qui est rigolo, c'est que les 3 premiers mois, c'est sympa parce que j'arrive en octobre, il fait froid, mais j'ai le temps d'aller me balader, de voir mes sœurs, de rencontrer la famille, d'aller en Italie, et puis après il y a Noël, donc c'est vraiment une période super sympa. Et après les fêtes, il faut vraiment se poser maintenant et s'installer. Et là, ça commence à devenir froid et c'est plus la même réalité. Je me balade plus comme avant et je dis non, je veux pas rester ici. Non, je rentre dans le bus, je dis bonjour en souriant, on me répond pas, on me regarde pas, on me regarde un peu. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux rentrer. Je veux rentrer au Cameroun. Je veux rentrer au Cameroun. Là, Alors, c'est aussi un peu la nostalgie du pays. Non, c'était même pas la nostalgie du pays parce que le fait d'avoir ma famille ici. Et de les voir régulièrement, en fait, la nostalgie, je pense que la nostalgie, elle vient quand on n'a pas ses repères, on n'a pas sa famille. Et moi, c'est pas le cas. Moi, ma famille, elle est là, donc je les rencontre et je les voyais pas beaucoup puisqu'ils vivaient ici depuis longtemps. Mais c'est vraiment le froid. D'accord, le climat. Et les gens qui sont froids. C'est vraiment ça qui me dit non, je peux pas rentrer dans un bus, je dis bonjour en souriant, on me regarde de haut. Pourquoi on me regarde? Je dis bonjour en souriant, répondez-moi en souriant. Dites-moi salut, t'es qui? Je dis moi salut, c'est Suiza. Non, mais non, c'est plus ça qui va vraiment donner envie de me dire non, moi j'ai envie de rentrer. Mais tu restes. Mais je reste. Alors, tu restes. Je reste parce que déjà très vite je trouve du travail, donc ça m'oblige un peu administrativement à me dire je trouve du travail et très vite je rencontre mon mari, mon copain qui est mon mari.
On s'est rencontrés vraiment dans les premiers mois de la rencontre. Et donc, je tombe amoureuse très vite. Et je dis, ouais, d'abord, je reste... Bon, pour un moment. Et en fait, ce moment, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans, ouais. C'est comme ça que je reste. Et alors, par rapport au racisme, puisque c'est le thème de ce podcast aussi, est-ce que tu as vu ou été victime de gestes, de propos racistes pendant ces 18 ans où tu es en Moselle, hein, du coup? Alors... Je ne sais pas par où je vais commencer parce que moi, le racisme, je ne l'ai pas compris, vu tout de suite. Je ne sais pas si je ne voulais pas le voir, je ne sais pas si je le voyais vraiment, je ne sais pas. Par contre, quelque chose qui était peut-être gênant et qui aujourd'hui avait du recul, bon, quand c'est du racisme, c'est les regards. Quand j'étais avec mon copain à l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, on s'était rendu compte qu'on nous regardait beaucoup. Quand on allait, par exemple, au restaurant, dès qu'on rentrait dans un restaurant, on nous regardait vraiment particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Au début, je ne savais pas pourquoi on nous regardait, mais avec du recul, je sais pourquoi on nous regardait. Les hommes regardaient beaucoup mon mari, pas moi. Et les femmes regardaient beaucoup, quand c'est les femmes blanches, je regardais aussi beaucoup mon mari, un peu genre... Qu'est-ce que tu fais avec... Un peu des approbateurs, voilà. Quoi. Ouais. C'était pas un regard souriant, non, c'était on le regardait. Soit surpris, soit des approbateurs, quoi. Ouais, mais c'était jamais des regards souriants. Et ça, c'est les premières choses, en fait... Oui, que tu as un peu ressenti. Mais sans mettre des mots. Ça a duré longtemps. Je crois que j'ai aussi une personnalité qui n'a pas... J'ai tendance à ne pas m'attacher aux petites choses qui peuvent être gênantes. C'est ma personnalité. Si quelque chose est un peu désobligeant, je ne vais pas m'attarder. Je vais essayer de ne pas voir. Donc, je ne l'ai pas vu. C'est un esprit positif aussi. J'ai plutôt un esprit positif. Je préfère voir le bon côté des choses plutôt que de m'attacher à ces choses qui blessent. Et donc, je ne l'ai pas vu au début. Mais avec les années... Et j'ai commencé à entendre, à comprendre qu'il y avait des gens qui le disaient, qui se plaignaient. Il y avait des personnes autour de moi qui avaient tendance à se plaindre de certaines paroles, de certains gestes. Avant, je me disais qu'ils se victimisaient. Je le dis honnêtement, je me disais, mais pourquoi moi je n'ai pas ça, pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi je pense qu'ils se victimisent? Non mais oui, on aurait pu dire ça à quelqu'un d'autre. Mais non. Ah oui, tu te disais que des personnes d'origine étrangère, noires ou arabes ou autres, disaient ah mais je ressens ça, mais toi tu disais non mais il fait un peu une fixette dessus quoi, c'est pas si grave quoi. C'est pas si grave ou alors se victimise. Oui c'est ça voilà. Oui, il m'a parlé comme ça. Je sais que c'est parce que je suis noire, mais je dis, mais elle aurait pu parler comme ça à quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Et j'essayais toujours de prendre parti, en fait. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte. Et là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est en politique. C'est au moment où je me suis rendu compte que le Front National prenait de l'ampleur. Les gens parlaient un peu naturellement. Je parle de ça en 2016, 2015. Je rappelle que je suis arrivée en 2006 et je suis restée camerounaise longtemps. Puisque j'avais un titre de séjour après 10 ans, je suis travailleur, j'avais pas besoin de nationalité. Je reviens un tout petit peu sur cette partie-là. Parce que je suis restée camerounaise parce que je n'avais pas le besoin d'être française. Il n'y avait rien qui me donnait, qui m'obligeait à être française. Parce que je vivais normalement, j'étais en situation régulière, je travaillais, j'avais pas de soucis. Même si mon mari me demandait toujours... Son mari était français, lui. Mon mari est français, il voulait que je sois française, il me dit, ouais, on sait jamais. Alors, au moment où la politique me ramène un tout petit peu à cette réalité où je voyais le Front National, qui pour moi ne représentait pas la France, je comprenais pas les gens qui avaient des propos un peu très racistes, estimaient que les étrangers n'avaient rien à faire ici. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, parce que moi, je ne le vis pas vraiment, ce racisme. Je ne l'ai pas perçu comme ça. Pourtant, je suis arrivée dans ce pays sans avoir vraiment envie de venir dans ce pays. Donc, j'étais susceptible de me rendre compte que ce pays ne m'aime pas, puisque je n'avais pas vraiment envie. Mais finalement, ce pays ne m'a pas montré qu'il ne voulait pas de moi. Pourquoi il y a des gens qui pensent ça? Et alors, je me suis dit, non, il ne faut pas que ce
parti-là prenne plus de place dans ce pays. Et à ce moment, je me suis rendu compte que si je voulais montrer aux gens qu'il fallait pas que ce parti-là soit plus présent dans ce pays, il fallait que je sois française. Parce que il fallait que je vote. Je me suis rendu compte que pour être active et dire aux gens, non, ils vous disent n'importe quoi, c'est pas vrai, les Français sont plutôt accueillants. Et puis ça dépend, c'est plus large que ça, c'est pas aussi, c'est pas comme ils veulent le présenter. Il fallait voter. Et là, je me suis dit, mais je peux pas voter. Il faut être français pour voter. Et c'est à ce moment que je décide de demander la nationalité française. Parce qu'en plus, le Cameroun est un pays qui n'a pas de convention avec la France. On ne peut pas avoir de double nationalité. Ah, d'accord. Donc, décider d'être français, c'était renoncer à ma nationalité camerounaise. Ah, il n'y a pas de double nationalité. D'accord. Pas de double nationalité. Donc, au moment où je me rends compte que je veux être active dans la vie politique... Oui, peser, quoi. Voilà, ouais. Et tu te dis, il faut que je sois française. D'accord. Donc ça, c'est 2016, alors tu dis... Ça, c'est 2015-2016. 2015-2016, ouais, d'accord. Et c'est là que je décide de demander ma nationalité française. D'accord. Et je demande la nationalité française par naturalisation et non pas, même pas par le biais de mariage. De mariage, oui, c'est ça. Ouais. Parce que, une fois de plus, comme je suis quelqu'un d'engagé, tout ce que je fais, je réfléchis, j'imagine, je me dis, quelles sont les conséquences de. Et j'avais déjà remarqué qu'effectivement, on a tendance à très facilement, à simplifier certains discours. Donc, si je demandais ma nationalité par le biais de mariage, j'étais déjà en train d'imaginer des gens plus tard qui allaient dire, je me suis mariée pour avoir la nationalité française. Par intérêt, rien à voir par intérêt. Rien à voir avec l'amour que j'avais et la raison de mon mariage. Donc, je ne voulais déjà pas qu'il y ait ça. Et donc, j'ai pris le biais de prendre la méthode la plus difficile, c'est demander ma nationalité par la naturalisation. Simplement pourquoi ? Parce que non seulement j'ai effectivement un enfant français, ok, mais de deux, j'étais mariée à un Français, oui, mais aussi parce que j'ai toujours été en situation régulière en France. Et le droit permet, si on a été en situation régulière pendant au moins 5 ans sur le territoire, avec un travail, un logement, on peut demander sa naturalisation. Et je répondais à tous ces critères et avoir un diplôme. Je vous rappelle que j'ai refait un BTS en France. J'avais déjà un BTS, mais j'ai refait un BTS en France parce qu'une fois de plus, je ne voulais pas qu'on dise que quelqu'un un jour me remette en question mes diplômes. Donc j'avais refait un BTS en France. Donc j'avais situation régulière, 5 ans sur le territoire, un diplôme en France, c'est des raisons qui permettent de demander la nationalité. Donc j'ai demandé ma nationalité pour pouvoir voter. Voilà un peu l'histoire de la naissance du racisme, l'approche avec le racisme, la prise de conscience aussi, en fait, avec le racisme. Oui, donc c'est pas un acte de racisme dont tu aurais été victime à un moment donné qui a fait que tu as pris conscience. C'est plutôt quelque chose de lent, qui s'est inséré petit à petit dans ta vie. Tu as regardé, tu t'es dit comment je vais pouvoir faire pour lutter contre ça, contre le Front National qui monte dans les sondages et qui prend de la place dans la vie politique française. Tu t'es dit, voilà, moi, il faut que je sois active par rapport à ça. Parce que je rappelle que le racisme, c'est un délit. C'est pas une opinion, hein, voilà. Et ça, il faut le dire, hein. Et ça peut être des provocations, des diffamations, des atteintes aux biens, des injures, hein. Alors comme on l'a entendu dans l'extrait au début de l'épisode, il y a plein de formes de racisme et effectivement c'est condamnable par la loi quand il y a un acte qui est condamnable, quoi, hein, qui est repéré. Et tu fais bien de le rappeler. Et comme je disais, oui, ça a été long. C'est une prise de conscience. Mais après, les choses ont basculé. Et aujourd'hui, je peux te dire, oui, maintenant, aujourd'hui, je vis le racisme. Aujourd'hui, je peux avoir des exemples concrets par rapport à il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Je vais te prendre un exemple concret. Ma grande, qui est noire de peau, a grandi, a fait sa maternelle, son primaire, son collège, sans vraiment vivre de racisme. Une fois, à la maternelle, le premier jour de la maternelle, elle est rentrée en disant « Mais maman, pourquoi nous sommes noirs ?» Parce qu'elle s'est juste rendue compte qu'il y avait beaucoup de blancs et qu'elle était la seule noire. Ce n'était pas parce qu'on lui a dit qu'elle était noire. C'est la seule fois où la grande a parlé de sa couleur de peau. Elle
elle a fait toutes ses études, en fait, la maternelle, du primaire et du collège, sans vivre le racisme. La petite, qui a 8 ans de moins, qui est plus claire de peau, puisque métisse, elle a commencé à vivre le racisme dès la maternelle. T'as de vilains cheveux, t'as une couleur caca, et elle a continué à vivre le racisme. T'es moche, t'es pas belle, t'es noire. Pourtant, sa couleur elle n'est pas noire. Comme moi, je suis noire, ou comme sa sœur, elle est noire. Donc, on aurait pensé le contraire. Mais ce n'est pas une question de couleur, c'est juste que la société a changé. C'est ça, les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé en 10 ans. C'est pour ça que je te prends cet exemple. Et t'étais toujours au même endroit? Toujours au même endroit. D'accord, ok. Toujours. Oui, c'est pas le lieu qui a fait, c'est bien la mentalité des gens qui a changé. Et je prends cet exemple pour que tu vois à quel point la mentalité a changé. Donc, moi, entre ma prise de conscience et aujourd'hui, c'est ces 10 ans d'écart. Aujourd'hui, je prends dans un magasin de lingerie du secteur, beau magasin de lingerie, et on me dit pas bonjour. La cliente qui vient, moi je dis bonjour, la cliente qui vient après moi, on lui dit bonjour. Je me dis, oh, c'est possible, ouais, ça va, laisse tomber, c'est pas grave. Non, même pas que c'est pas grave, non, c'est peut-être, ouais. C'est un hasard. C'est un hasard. Ouais. Mais je tends l'oreille. La troisième qui vient après moi, on lui dit bonjour, on s'occupe d'elle. Nous sommes 4 dans le magasin maintenant. Personne ne s'occupe de moi. Donc, ce n'est plus un hasard. Tu vois, ce genre de choses, je ne le vivais pas avant. Même si je ne le voyais pas. Mais tu te sens moins considéré, du coup. Moins considéré. Et je le vis pratiquement plus souvent. Les remarques racistes, des gens qui mettent les mains dans mes cheveux. Des choses qui, avant, ne me gênaient pas. Je banalisais. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je ne me permets pas, moi, de mettre mes mains dans les cheveux d'un blanc ou d'une blanche. Oui. Et quand j'étais jeune, j'aimais bien mettre les perruques ou j'aimais bien mettre mais c'est ça. Je trouve joli les cheveux européens, les cheveux. Mais je ne me suis jamais permise de mettre ma main, de toucher les cheveux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est naturel pour certaines personnes. Oh, j'aime bien vos cheveux, mais ça, c'est des exemples de tous les jours. Ouais. Hein? Oui, mais c'est bien que tu dises ça parce que c'est insidieux justement. Hein. C'est pas on t'a pas dit je sais pas, sale noir, qu'est-ce que t'as fait, etc. Non, c'est pas il y a pas une attaque frontale en fait. Hein. C'est comme ça, c'est insidieux, c'est des petites choses de tous les jours qui te font remarquer. Ou tes filles, hein, effectivement. Parce que je voulais aussi que tu me dises, est-ce que pour elles c'est difficile ou est-ce qu'elles en parlent, tu vois. Je voudrais que tu me racontes un peu ça. Est-ce qu'elles disent que c'est difficile pour elles? Est-ce qu'elles ressentent la même chose que toi? Est-ce qu'elles voient aussi ces choses insidieuses ou pas? Ou est-ce qu'elles passent encore pour le moment au-dessus? Non, elles le vivent. Elles le vivent. Alors, la grande, elle a eu sa première mauvaise expérience de racisme en première. Et un restaurant du coin qui prenait les mineurs. Elle voulait faire un job. Elle dit comme ça, pendant mes congés, je peux jobber. Et ses copines lui ont dit, ils prennent une copine, 2 copines, elles sont allées, elles ont été prises. Elle y va, on lui dit, non, ils prennent plus de jeunes. Et on revient et dit, ouais, moi, ils m'ont dit qu'ils prennent personne. Et une autre copine, elle lui dit, mais non, moi, je suis partie, mon entretien, je l'ai eu après toi. Et j'ai été prise. Et mon mari qui dit, non, ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a... Et quelle est la raison qu'on t'a donnée? Non, ils ont dit qu'ils prenaient pas de mineurs. Mais comment ça, ils prennent pas de mineurs? Donc, mon mari l'appelle. Il leur explique que 2 copines avant, une copine après. Et pourquoi pas elle? Est-ce que c'est... ce que je crois comprendre. Oui. Non, mais comment ça, c'est pas possible, on peut pas lui avoir dit ça, et elle a été prise. Donc rien ne justifiait, et ils venaient tous du même lycée. Oui, c'est ça. Tous les 4 venaient du même lycée. Donc c'est la première expérience où on comprend bien que c'est... Et elle l'a verbalisé, elle a dit derrière, c'est parce que je suis noire qu'on m'a pas pris. Elle l'a verbalisé, et ça, je crois que c'était le premier moment vraiment un peu difficile, surtout nous sommes en campagne. Nous ne sommes pas dans une grande ville. Donc, c'est pas des choses... la verbaliser. Et ça se voyait déjà un tout petit peu quand même même au lycée, on a tendance un peu à mettre les enfants immigrés dans les mêmes classes. Ça commence à se voir quand même. C'est dommage, mais ça se voit. Même au niveau de l'éducation, on commence à sentir un tout petit peu cette différence. La plus petite, elle est la
toujours ressenti. Ouais. Puisque déjà, à la maternelle, les disaient déjà, t'es moche, t'as une vilaine couleur, t'as pas de beaux cheveux. Et ça n'a pas changé. Pour la petite, c'est présent. En 6e, c'est le cas. En 5e, c'est le cas. Et elle le ressent, elle le verbalise, elle le dit. Elle dit, maman, moi je te dis, parce que j'ai toujours été parent d'élève, donc elle a tendance à toujours me répéter des choses. Je suis parent d'élève depuis la grande et je continue avec la petite. Ça fait bientôt 18 ans que je suis parent d'élève. Et la petite, elle me dit, maman, tel enseignant, systématiquement, pour tel élève, parce qu'elle aussi elle est déléguée de classe, pour tel élève se comporte comme ça, dit ça, maman a fait comme ça, maman, il faut que tu réagisses, Et moi j'insiste, je dis, est-ce que je veux pas non plus l'entraîner dans un schéma où elle se sent persécutée, où elles sont les autres persécutées, mais elle est suffisamment intelligente, et je peux être fière, elle est très intelligente même d'ailleurs, pour faire la différence. Donc oui, mes filles, elles le vivent, elles le sentent. Elles le vivent, elles le sentent, elles réalisent. Aujourd'hui, la grande... Et y compris à l'école. Ce qui est un lieu où, théoriquement, les différences doivent être gommées, que ce soit des différences sociales de niveau de vie, par exemple, ou de couleur de peau, ou d'orientation sexuelle, ou voilà. Parce que tout ça, ça fait partie de discrimination, et ça devrait être gommé à l'école. Donc, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, depuis 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Je disais tout à l'heure, je suis parent d'élève depuis longtemps. Moi, en tant que parent d'élève, ce que j'ai vécu il y a plus de 10 ans pour la grande, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. Je ne dis pas, la société a changé dans tous les sens. C'est pas évident aussi pour le corps enseignant. Les parents sont beaucoup trop présents dans la vie. Il y a pas beaucoup. Il y a moins de respect aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est un tout. Attention, parce que je ne veux pas non plus donner l'impression que c'est un tout. Mais l'école devrait rester quand même un lieu où les enfants devraient se sentir, comme tu dis, un peu protégés. Mais c'est difficile. Et venant des enfants, moi j'insiste, quand c'est un enfant qui traite un autre enfant avec des propos qui a des propos racistes, je n'en veux pas à l'enfant. Bien sûr. Si les parents derrière, qu'est-ce qu'il entend à la maison? Bien sûr. Quel est le discours qu'il entend à la maison? Quand il a un parent, toutes les 5 minutes, qui parle de bougnoul, qui parle de ces salles noires, de ces salles arabes, ça reste dans les oreilles. Donc, quand tu vas à l'école, ils répètent. Mais c'est exactement comme toi quand tu étais petite et que tu voyais les images à la télé, tu reproduisais ça aussi. C'est la même chose. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte aux enfants. C'est la même chose. Alors, je sais aussi que tu restes pas sans rien faire. Tu as dit que tu étais plutôt militante, engagée, etc. Alors, tu es adhérente de l'association SOS Racisme Moselle. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton engagement justement par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, je me suis engagée parce que quand on est venu me chercher, ça correspondait à la période où justement je me disais oui, il faut faire quelque chose. Sur le plan politique, c'est pas si évident que ça finalement de bouger les lignes. Et par contre, sur le plan associatif, on a plus d'impact. Parce je pense qu'on a plus d'objectivité et on est un peu plus libre. Le discours n'est pas le même. Donc moi, ça me semblait tout à fait naturel, effectivement, de m'engager. Et j'essaie de donner le peu de temps que j'ai pour participer, par exemple, dans les écoles, parce que SOS Racisme intervient énormément dans les écoles pour parler du racisme, de l'antisémitisme, pas seulement du racisme, attention, de l'antisémitisme et de toutes les discriminations. Pour moi, aujourd'hui, c'est super important d'éduquer. Et donc, chez SOS Racisme, chaque fois que je peux, chaque fois que j'ai la possibilité, du temps, j'aime bien intervenir avec les autres camarades, les autres amis, dans les collèges pour parler de tous ces fléaux-là, qui sont le racisme, l'antisémitisme, les discriminations en tout genre. Parce que... Et c'est pas que vous pour parler, c'est aussi de faire témoigner les enfants, de leur faire prendre conscience, donc qu'eux aussi s'expriment sur le sujet. Et qu'ils s'expriment, et surtout qu'ils aient un autre son de cloche. Et qu'ils comprennent en fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une opinion, parce qu'aujourd'hui, comme dans la famille, aussi les réseaux sociaux, on entend des choses, des propos qui semblent tout à fait normal. Ce n'est pas normal quand on entend quelqu'un sur TikTok dire
j'en ai marre de tous ces immigrés dans notre pays, ce n'est pas banal. Mais non. Donc, il faut qu'ils prennent conscience, il faut qu'ils entendent autre chose, qu'ils comprennent ce que c'est que le racisme, ce que c'est que aussi rétablir des vérités, rétablir bien les sûr. vérités, qu'ils comprennent. C'est vraiment de façon pédagogique, en fait, que j'interviens aussi, que j'aime intervenir chez SOSM. Pourquoi je me suis aussi engagée. Ouais, c'est important. Et je sais que l'engagement, c'est un peu partout, c'est dans tout. Moi, comme je suis pas qu'une femme noire, mère, épouse, je suis un peu tout. Je suis profondément chrétienne. Moi, j'ai une foi qui est très présente dans ma vie. Je suis engagée aussi dans l'Église. Et je porte mon message partout, dans tous les pans de ma vie. Toute fois que je peux, où j'ai la possibilité de donner ma voix, en fait, je parle de tout. Je le fais. Et je veux le transmettre. Merci Suza pour ton action contre le racisme et pour ce témoignage aujourd'hui très, très fort, très intéressant. Merci Catherine. Alors n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux, sur les pages Facebook et Instagram Podcast Moselle et SOS Racisme Moselle. Nous avons hâte d'avoir vos retours. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de votre écoute et à bientôt pour le 2e épisode de Voix d'ici, Voix d'ailleurs, où nous découvrirons un autre témoignage.